Mathieu. Bonjour Delphine. Mathieu, je suis super émue de te recevoir aujourd'hui pour plein de raisons. D'abord, et c'est une petite parenthèse, mais pour la première fois, j'enregistre en studio et c'est quand même vachement émouvant. Ça fait 4 ans que j'enregistre et cette fois-ci, on est dans des conditions de dingue. Et puis, on va avoir l'image, ce qui va nous permettre aussi de diffuser. C'est pas les mêmes personnes en fait qui écoutent l'image et qui écoutent le son et qui regardent les films. Donc là, on aura la totale. Et puis Mathieu, surtout, je suis hyper heureuse de te recevoir. Parce que t'es un engagé de la première heure, t'es un engagé dans l'âme. T'étais à peine sorti de l'ESCP, et en fait, je devrais dire même pendant l'ESCP. On est en 2013, tu lances Ticket for Change. Donc ça, déjà, c'est un truc qui me bluffe beaucoup, et on va revenir dessus, si tu veux bien. Tu lances Ticket for Change. Alors, qu'est-ce que c'est Ticket for Change ? Je me permets de te présenter rapidement, puis tu vas compléter. J'appellerais ça un incubateur, je ne sais pas si c'est le mot que tu mettrais, un incubateur d'entrepreneurs à impact, de projets à impact. Ils arrivent chez toi, tu leur proposes d'abord beaucoup d'inspiration, et là on voit bien que nos envies se rejoignent, parce que demain n'attend pas, c'est ça aussi beaucoup, c'est offrir à toutes les personnes qui nous écoutent les chemins très inspirants de tous ceux qui sont passés par l'engagement avant nous. Qui ont ouvert la voie. Et puis toi, tu vas beaucoup plus loin puisque tu les aides à peaufiner un projet et puis tu les accompagnes dans ce projet. Donc tu as travaillé dans Ticket, tu as lancé et tu as accompagné Ticket for Change pendant une décade. Plus de 750 entrepreneurs, plus de 7500 collaborateurs, des projets dingues qui sont lancés, dont, je vais en citer quelques-uns parmi les plus connus, mais il y en a beaucoup. Yuka, qu'on utilise tous, Meet My Mama, qu'un jour ou l'autre je vais aller interviewer, qui est sur ma liste depuis belle lurette. Tu les accompagnes dans leur envie de basculer individuellement, et je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, parce que cette bascule individuelle, tu continues à travailler dessus. Et puis, ce faisant en chemin, tu participes à construire tout le secteur de l'engagement en France. Et puis, tu t'arrêtes pas là. En parallèle, tu travailles à un niveau macro, tu t'investis dans l'écosystème à impact, chez Ashoka, chez Entreprendre et Plus, à la Convention des entreprises pour le climat. Alors j'engage tous ceux qui nous écoutent à réécouter les épisodes précédents. Je mettrai les liens avec toutes ces organisations-là parce que c'est vraiment les organisations qui structurent le monde de l'impact aujourd'hui. Donc je suis toute allée les voir les unes après les autres, mais toi tu t'es engagé à leur côté. Et puis enfin, tu t'adresses à nous, chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et tu écris des livres, tu en as commis quelques-uns, dont le dernier Anti-Chaos. Le voilà, qui vient de sortir. Mais avant celui-là, il y avait notamment « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Et dans chacun de ces livres, tu t'adresses à nous pour qu'on soit plus alignés et pour qu'on mette nos compétences au service de l'impact. Je pense que c'est vraiment le fil rouge de chacun de tes livres. Et pour qu'on devienne le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Alors, Mathieu, on va passer pas mal de temps ensemble aujourd'hui pour revenir sur tes convictions sur la situation dans laquelle on est, l'état de crise qu'on ressent tous, le besoin de changement du coup de nos modèles économiques, de nos récits, et puis ce qu'on peut faire nous là-dedans pour basculer. Et c'est au cœur de ton dernier livre. Mais avant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, qu'on vienne sur d'où viennent ces envies d'engagement qui se sont créées tellement vite, tellement jeunes, et c'est quand même assez peu fréquent. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as grandi et d'après toi, quand tu te recules un peu sur ton parcours, d'où ça vient ? Merci pour cette introduction, ton invitation. Pour remettre un peu en perspective d'où je viens, d'où je parle et mon début de parcours. J'ai grandi dans une famille où ma mère était assistante sociale, mon papa directeur des ressources humaines. Donc j'ai toujours été nourri par le côté humain et être utile. T'as grandi à Paris ? Non, du côté de Reims, dans un petit village. Ouais. J'ai été pas mal engagé dans le scoutisme aussi, donc ça m'a nourri sur la connexion avec la nature et aussi le service aux autres. Et au fond, j'ai toujours voulu être utile. Ce que je savais dans mon orientation, c'était je veux être utile, mais je sais pas comment. Pour autant, tu vas te retrouver assez vite en école de commerce. Ouais, absolument. Qui est
Alors, c'est pas qu'on n'est pas utile en école de commerce, mais on fait marcher le système quand même. On fait marcher les grands groupes corporate d'abord. C'est fait pour créer des cadres d'entreprise. En fait, dans mes réflexions, quand j'avais 16-18 ans, je voulais être utile. Je savais pas comment. J'avais exploré rapidement la médecine, l'humanitaire, le monde politique, parce que c'est là où tu peux changer les règles du jeu, et le monde de l'entreprise. Parce que j'avais l'intuition qu'au XXIe siècle, c'est là où on pouvait avoir peut-être le plus d'influence. J'avais l'impression que les personnalités qui émergeaient et qui changeaient les règles du jeu à grande échelle, à l'époque c'était Steve Jobs, Zuckerberg au début, dans les début des années 2000, etc., pouvaient avoir une influence énorme, et que les grandes entreprises avaient une influence énorme, parfois plus grande que les États. Et donc j'avais envie de comprendre comment ça marchait ce monde-là, pour essayer de voir si j'avais un rôle à jouer et surtout si on pouvait influencer positivement ce monde-là. Alors quand je suis rentré en école de commerce, on ne parlait pas énormément de ces sujets écologiques et sociaux. On est autour de 2010, ouais, on est même un 2013, peu avant. C'est ça. Exactement. En fait, ce qui m'a frappé, c'est au tout début de mes études, en cours de finance, on nous apprenait le but d'une entreprise, c'est de maximiser les profits à court terme pour les actionnaires. Bien sûr. Au même moment où c'est la crise financière de 2008. Je suis en cours à Londres et on nous dit ça au même moment où c'est la crise des subprimes. Et il y a énormément de gens qui du jour au lendemain, qui se retrouvent à la rue parce qu'on est dans les pays anglo-saxons, etc. Et il n'y a pas de remise en question du tout. Et là, je me suis promis que je voulais pas participer, je voulais pas mettre mon temps, mon énergie, mes compétences, peut-être mes talents au service de ça. Et pour autant, j'étais trop content d'être là. Parenthèse, Mathieu, je viens de publier un épisode avec Philippe Zawati, qui est le fondateur et dirigeant de Mirova, un grand gestionnaire d'actifs, 30 milliards quand même, mais à impact. Et quand il parle de son déclic, du moment où il a compris qu'en fait, il fallait qu'il change les règles de la finance, il le localise exactement au même moment. Il a senti la dissonance dans la crise de 2008 entre les pratiques, ce que tu entendais toi dans tes cours et lui dans son environnement professionnel, et puis la crise, l'effondrement de... Voilà, et c'est dans cette dissonance-là que s'est créée l'idée, l'envie d'aller chercher autre chose. C'est une... je ne sais pas si c'est une coïncidence. En tout cas, je pense que c'est aussi dans les crises que se jouent les grands moments de réinvention et d'engagement, et on pourra y revenir après. En tout cas, j'avais à la fois ce déclic-là, et en même temps, je me suis énormément nourri de ce que j'apprenais. Parce que, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, du social business, et je trouvais ça fascinant d'utiliser les outils de l'entreprise, des entrepreneurs, de la recherche de la performance, mais au service de causes sociales et environnementales. Et ça, j'ai découvert un monde grâce à des documentaires, des livres, des rencontres, et ça m'a donné une perspective, en fait, que je voulais explorer. Alors, moi, je trouve ça très parlant que tu l'aies découvert en école de commerce, parce que 99% des étudiants passent à côté. Tu as été le chercher, en fait. Tu as été de ton plein gré, enfin, sur la base de ta seule motivation, tu as été chercher à réconcilier tes études avec l'impact à un âge qui était quand même très, très jeune. Tu te nourris. Tu vas aussi vivre une expérience très forte en Inde. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots. Et dire deux mots de la façon dont ça t'a permis d'avoir l'idée de Ticket for Change. Tout ce chemin-là, c'est pas tout seul. On a besoin d'être à plusieurs, d'être entouré et de pas se sentir seul. Donc là, ce qui est génial, c'est que, par exemple, à ce moment-là, avec un ami Jonas, on décide d'aller voir sur le terrain les entrepreneurs sociaux. Ça veut dire aller découvrir la réalité du terrain. Donc on part 9 mois, 3 mois aux Philippines, 3 mois en Inde, 3 mois au Sénégal, pour apprendre sur le terrain à quoi ça ressemble, les joies et les difficultés de ces gens qui nous inspirent, mais en fait, on n'y connaît rien. Donc on va essayer de les aider sur quelques sujets, puis on va apprendre énormément. Et au milieu de cette aventure, qui s'appelait Destination Changemakers, à la rencontre d'acteurs de changement pour nous-mêmes, peut-être essayer de trouver notre voie, j'ai la chance de participer à un événement qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil, tout simplement, en Inde. Et donc, en fait, tu mentionnais dans ton intro, c'est inspiré par Gandhi, en fait, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Et pendant 15 jours, tu fais le tour de l'Inde avec 450 jeunes de 20 à 25 ans, 95% d'Indiens, quelques internationaux.
et tu vas à la rencontre d'acteurs de changement hyper inspirants. Tu vas creuser sur le terrain des défis sociétaux énormes, de santé, d'éducation, de droits des femmes, etc. Et tu rencontres, le matin tu vois ça, l'après-midi tu rencontres un acteur de changement qui a changé la vie de millions de personnes et qui a commencé de zéro, parce qu'on commence tous de zéro, et qui raconte le chemin. Et là, moi, ce que ça m'a fait, c'est comme une claque, genre, l'impossible est temporaire. Chaque jour, 15 jours de suite, tu rencontres des acteurs de changement hyper inspirants. Et pour moi, ça m'a bouleversé cette expérience. Et je me suis dit, ici, j'ai vécu une expérience qui permet de créer un déclic et peut aider des jeunes à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde, à devenir acteurs de changement. Et c'est profondément de ça dont on a besoin en France aussi. Donc je me suis dit, et si ça existait en France ? En tout cas, et si on l'adaptait ? Ouais, alors là, on voit toute l'ADN de Ticket for Change dans tes réflexions. L'inspiration, l'écosystème, le terrain. C'est tout ça, en fait. Et puis, désolée pour l'anglicisme, mais l'empowerment. La volonté de se dire de faire passer le message qu'on est tous porteurs du changement potentiellement. Tu vas rentrer et tu vas endosser cette responsabilité-là de planter ces graines et d'accompagner, et donc du coup de démultiplier le changement en faisant grandir les acteurs de changement. C'est quoi tes premiers souvenirs de Ticket for Change ? On dit beaucoup je ou tu, mais le premier souvenir, c'est le nous qui se crée. C'est-à-dire, c'est les rencontres qui ont fait que cette idée un peu folle est devenue une réalité très concrète et bien plus rapidement qu'imaginé, en fait. Donc, c'est-à-dire que je suis en Inde, je découvre le Jagriti Yatra. Instinctivement, j'écris un article que je publie sur Internet. Une fondation me contacte. Et là, se fait une rencontre avec Entreprendre et Plus et Arnaud de Médibus et Madeleine Serrac. Les deux sont les premiers à croire au projet. Ils disent on croit en ton idée, on croit en ce projet et on va t'aider à le réaliser. Et donc, ils m'ont donné des moyens. Extraordinaire. Non, mais extraordinaire. Ouais. Et ils m'ont donné des moyens de croire à ce rêve. Je vois ton émotion, donc ça me la donne aussi. Et en fait, le premier conseil d'Arnaud, ça a été il faut t'entourer. Ce projet, on va le réussir si tu as une équipe de rêve. Et là, mon défi, ça a été de regarder autour de moi qui pouvaient être les personnes avec qui on pouvait créer cette aventure. Et là, j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires aussi, avec Joséphine Boucher, qui était une amie de promo, Adèle Gallet. On faisait des projets un peu similaires autour de l'entrepreneuriat social. Il y a Boris Marcel qui nous a rejoints aussi, et puis Jonas Guyot qui avait fait ce projet avec moi avant, qui nous a rejoints quelques mois après, et puis plein d'autres en fait. Et on a commencé à agréger une équipe et des partenaires, des coachs qui ont aidé à designer le programme, des partenaires qui ont cru, que ce soit des entreprises, des fondations, même l'État en fait, des ministères qui nous ont suivis dès le début. Et tout ça, ça s'est cristallisé et ça nous a permis de réaliser ce début de projet. Et donc mes souvenirs, c'est ça, c'est cette émergence forte qui existe à cet endroit-là. Chapeau, tu mentionnes le mot chance. Bien sûr, il y a beaucoup de chance. Il y a aussi, je pense qu'il faut pas sous-estimer la force du collectif que tu as créé, parce que dans l'entrepreneuriat social, comme dans l'entrepreneuriat, 97% s'arrêtent en cours de route et assez vite. Ticket for Change était un magnifique succès. Et donc vous avez créé des conditions de succès et chapeau bas. C'est difficile de résumer une grosse décade d'activité. Autant d'entrepreneuriat social qui a été créé catalysé en fait par Ticket for Change. Et puis je voudrais qu'on garde du temps pour parler de tout le reste. Mais peut-être 2 petites minutes sur tes principaux enseignements. Qu'est-ce que tu gardes de cette décade ? Je sais que c'est difficile de faire le tri, mais tu vois, je pense que tu as vu passer tellement de choses. Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre de Ticket for Change ? Que tu as aujourd'hui quitté, tu gardes un regard bienveillant et un peu j'imagine que tu es dans
dans le board, mais tu as quitté tes fonctions opérationnelles dans l'ONG. C'est une ONG, hein, oui, c'est une association. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration et j'interviens sur un des programmes, le Parcours Entrepreneur, parcours phare qui accompagne des entrepreneurs chaque année. Ta question, elle est... Qu'est-ce que je retiens ? Elle est super intéressante. Je crois que je retiens que c'est possible pour un très très grand nombre de personnes, très diverses, de trouver ses talents et de les mettre au service de causes sociales et environnementales et d'en faire son travail. Et ça, on l'a prouvé sur des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, on a été surpris de ce qui pouvait émerger. Et donc, c'est possible. Pour des entrepreneurs, pour des gens d'entreprise, pour des gens qui vont rejoindre des projets en tant que salariés, pour des gens qui vont être freelance, peu importe en fait la manière de s'engager, même bénévole, etc. Mais c'est possible en fait de trouver cet alignement. Ensuite, ça demande du temps. Ça demande du temps long de découvrir ses talents, ses aspirations. Et c'est un chemin parfois sur plusieurs années en fait. Ensuite, il y a des projets qui peuvent avoir un vrai impact systémique. Quand on parlait de Yuka, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, je crois qu'ils sont 11 ou 12. Ils ont 65 millions d'utilisateurs et du coup, ils changent des comportements par rapport à l'industrie agroalimentaire, cosmétique. Les industriels sont obligés de mentionner qu'ils changent leurs recettes pour que ce soit meilleur pour notre santé, pour l'environnement. C'est un impact systémique, alors que ça partait d'une intuition en fait. Donc c'est possible d'avoir un impact à très grande échelle grâce à des projets d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat impact. Et aussi, je pense qu'il faut dire que y a plein de limites liées au modèle actuel, et on y viendra peut-être après, c'est-à-dire plein de freins. On n'a pas... Il faut faire aussi le constat qu'en 10 ans, on aurait aimé changer le monde beaucoup plus que ça. Et je ne parle pas là de Ticket for Change, mais de toutes les organisations qui sont dans la mouvance de l'engagement, de la transition écologique et sociale. Et que l'économie n'a pas changé comme on aurait aimé qu'elle l'ait changé. Que la société n'a pas forcément changé assez vite et assez dans le sens qu'il aurait fallu. Et que là, on assiste depuis probablement 1 an, 2 ans, 3 ans à des reculs, des résistances importantes. Donc c'est ça aussi l'apprentissage, et qu'il faut trouver peut-être des nouvelles stratégies, de nouvelles manières d'agir à l'échelle. Et peut-être que c'est ce que tu cherches aujourd'hui, on va y revenir. Merci pour je sais combien c'est dur, on ne synthétise pas 10 ans en 2 minutes, mais les enseignements que tu nous adresses sont super importants. On peut tous participer, quelle que soit notre place, quelle que soit notre formation, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié ou autre chose. Et cet impact peut avoir un impact à l'échelle. Donc, je pense que ces 2 sujets-là, et on n'y est pas encore, je pense qu'on le sent tous. Mais c'est des enseignements importants. Au bout de 10 ans, il y a une forme de fatigue qui s'installe. Tu dis, je suis partie marcher, comme souvent la marche, il y a plein de choses qui se décantent. Et quand je suis revenue, j'ai réalisé qu'il y avait une forme de panne d'énergie. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître presque un peu surprenant parce que tu étais l'homme le plus aligné de la Terre. Tu veux être dans l'impact. Tu crées un impact démultiplié puisque tu permets à la création, tu permets, peut-être que ça serait fait sans vous, mais en tout cas, tu facilites la création d'entrepreneuriat social. Et puis, comme je le disais en intro, tu es un super acteur de tout l'écosystème. Donc, tu es hyper aligné plus que n'importe qui en France. Pour autant, tu reviens de cette marche avec une distanciation, en te sentant plus complètement à ta place. Est-ce que tu peux nous expliquer ce sentiment de désalignement à ce moment-là ? Oui, c'est en 2022. Et de manière inattendue, en tout cas, ça me vient d'un coup. Effectivement, j'ai moins de clarté. Et j'ai moins d'inspiration et d'intuition. Et c'est à peu près la première fois, ça m'est déjà arrivé, mais sur des périodes courtes, et là, je sens que c'est plus profond. Et je sais moins clairement pour moi quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire, et des intuitions pour Ticket, des grands choix qu'on doit faire. Et ça, en fait, et donc là, pour moi, c'est un signal important. J'ai moins d'énergie, en fait. D'adresser les défis. Et je sens que j'ai besoin d'un pas de recul. Au début, j'imagine un peu court, 1 mois, 2 mois. Et puis, en discutant et tout, je me dis, est-ce que c'est pas
plus long, peut-être 1 an, pour se donner la chance d'aller en profondeur, de créer un vrai vide. Et qui dit 1 an dit aussi passer la main à Joséphine. Mais ça me vient comme ça, c'est une intuition, je ne sais pas expliquer. En tout cas, je vois moins clair, je vois comme un peu un brouillard décisionnel, et je sens que j'ai besoin d'un espace long, que j'ai appelé un vide fertile après, pour me régénérer, pour mieux comprendre ce qui se joue dans l'époque, parce qu'en 10 ans, il s'est passé tellement de choses, et puis pour voir où j'ai envie de mettre mon énergie pour la suite. J'ai aussi envie d'apprendre, de réapprendre, de me réinspirer, donc j'appelle ça aussi un personal MBA en quelque sorte. Je me suis reformé à plein de choses et j'ai eu besoin de ce temps long en fait, pour me réinventer en quelque sorte. Je vais te faire revenir sur ton analyse de la situation actuelle, mais je voudrais juste souligner 2-3 mots que tu viens d'utiliser qui sont beaucoup moins communs que tu ne le penses. Tu nous parles de se reconnecter à notre intuition, et je pense que c'est quelque chose qu'on a, dans notre vaste majorité, perdu. On ne sait plus écouter nos intuitions. Tu nous parles de vide fertile, et c'est quelque chose qui, là aussi, je fais des lieux communs, des généralisations, mais c'est quelque chose qui nous fait peur. Le vide, on passe notre temps à courir, et surtout, on meuble, et on va passer d'un boulot à l'autre. On va chercher le boulot d'après dans notre boulot existant, surtout pour fuir ce vide-là, parce qu'il pourrait nous aspirer, et on a le sentiment que ça pourrait... Tu vois, c'est comme un trou noir, tu vois, ça pourrait... voilà, et on va en mourir. Toi, ce vide-là, tu l'as perçu au contraire comme quelque chose de nécessaire. Tu n'en as pas eu peur, tu l'as domestiqué et tu en as fait quelque chose. Voilà, on va en reparler juste derrière. Je le pose là parce que je trouve que c'est des mots importants que tu as utilisés. Et je voudrais un petit peu plus tard t'entendre dessus. Avant ça, tu nous as dit que tu avais utilisé ces 18 mois, en fait, parce que ça, c'est d'écrire quasiment un livre. 2 ans. Hein, ouais. Ça prend du temps d'écrire un livre. Tu les as utilisés pour te reconnecter aussi avec l'époque. Tu as beaucoup lu, beaucoup rencontré. Je voudrais qu'on bénéficie un peu de ce recul, de cette sagesse que tu as pu avoir et qui se retrouve synthétisée dans ton livre Anti-Chaos. Mais je voudrais qu'ensemble, on en parle et que tu nous dises quelle est ta vision de la situation actuelle. Donc un peu un résumé des grands défis de l'époque. Ouais. Comment tu vois les enjeux d'aujourd'hui, le monde dans lequel on évolue. Là aussi, je suis désolée, ça pourrait être l'objet entier du podcast. Ça pourrait être 3 heures. Je vais faire en 3 minutes. En prenant ce recul, j'ai été marqué, en parlant à plein de personnes très différentes, de voir qu'elles avaient le même ressenti d'un peu une perte de repères. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des salariés, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnes en recherche d'emploi. Des personnes très différentes avaient un sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qu'ils vivaient. Donc j'ai commencé à creuser. Et pour faire un énorme résumé, je crois qu'on vit une époque très singulière. Et là, je fais un résumé de plein de choses que j'ai pu lire. C'est aussi de la prospective que je résume et vulgarise là, mais il y a quelque chose de l'ordre de la complexité. On vit une complexité immense. Entre plein de crises, on peut parler de pluricrise. On vit des incertitudes économiques énormes, des crises sociales avec des fractures sociales, l'effondrement environnemental. On a le retour des guerres, des conflits géopolitiques, l'intelligence artificielle qui arrive là-dedans et qui va tout changer peut-être. Et donc on a plein de game changers, plein de trucs qui changent tout et qui brouillent tous nos repères. Ça, c'est la première chose. Et on les vit tous en même temps. Et ils créent des injonctions paradoxales les uns avec les autres. Parce que voilà, concilier l'économique, le social, l'environnemental, c'est un casse-tête. Et c'est ça c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Donc une énorme complexité de défis. Il y a aussi un phénomène d'accélération. C'est-à-dire le fait que dans nos vies, tout va toujours plus vite. Et on a le ressenti aussi que tout va toujours plus vite. Ça veut dire qu'on est de plus en plus efficace et on a toujours, pour autant, la sensation de manquer sans cesse de temps. C'est clair. On a toujours plus de messages, de sollicitations, d'interruptions. On a perdu le sens du temps long. Tout est plus court et plus rapide tout le temps. Les livraisons à domicile, les messages, la taille des messages, etc.
Et ce faisant, on a perdu notre capacité de concentration en même temps. Exactement, on est sans cesse interrompu et on peut, et ça c'est peut-être on y reviendra, mais on peut pas inventer du nouveau si on ne retrouve pas cette capacité à aller en profondeur. Et donc on est sans cesse attaqué de toutes parts. Donc il y a ce phénomène d'accélération qui est hyper important à comprendre. Et Hartmut Rosa en a parlé dans différents livres, interventions, etc., qui est un sociologue et philosophe allemand. Et il y a ce phénomène aussi de polarisation. En fait, on a un mal fou à s'entendre les uns les autres, alors qu'on est face à des défis sans précédent. En fait, on a du mal à créer du commun. Et on a un mal fou à retrouver du dialogue constructif. Et ça nous pèse énormément et ça nous fait sentir hyper impuissants aussi. Donc ça, je pense que ça explique pourquoi on peut avoir un sentiment d'impuissance. Et c'est pas tout. Pour moi, il y a quelque chose d'autre. C'est que on est en train de quitter un monde et un autre monde est peut-être en train d'émerger, mais on est dans cet entre-deux-mondes et on est dans ce flou-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas s'appuyer sur le modèle actuel. Notre modèle actuel est à bout de souffle. C'est-à-dire que les bases du modèle, qui est le paradigme, c'est-à-dire la manière de voir les choses, de vivre, d'agir, de prendre des décisions, qui est basé aujourd'hui sur, j'essaie de décrire, mais toujours plus vite, la compétition, la concentration, la centralisation des choses. La maximisation, notamment de l'économique, la domination du vivant, parfois des humains. Tout ça, ça nous mène dans un mur et on dépasse les limites planétaires. Il y a des inégalités qui sont insoutenables et du coup une colère sociale et un sentiment et aussi un sentiment de c'est comme une poudrière sociale et il y a aussi des enjeux de santé mentale qui sont énormes. Tout ça c'est lié en fait, tout ça c'est lié au paradigme et on sait qu'on peut plus s'appuyer là-dessus. Tout fonctionne là-dessus, toutes nos institutions, toutes nos organisations fonctionnent sur ce paradigme-là. On sait qu'il nous envoie dans le mur, donc on sait qu'il faut inventer autre chose. Et le défi, c'est comment on invente autre chose, mais on ne sait pas exactement sur quoi s'appuyer. Alors, tu dresses un constat de sentiment d'impuissance. Et je pense que tu viens de résumer pourquoi on a tous collectivement ce sentiment d'impuissance. Je pense qu'on touche tous du doigt plus ou moins le fait que le mur qu'on est en train de se prendre, qui est à la fois un mur écologique et un mur de lien avec l'autre et un mur personnel, parce qu'on se sent tous quand même pas très loin d'un burn-out. Ce mur-là, on sent bien qu'il est lié à notre, à notre système, à notre mode de fonctionnement. Tu appelles ça un paradigme, c'est-à-dire au récit collectif qu'on a du monde. Changer un paradigme, ça paraît complètement hors de portée, à titre individuel. D'abord, il y a une grande partie de la population qui n'en a pas conscience. Il y en a qui en ont conscience, mais qui se sentent dépassés par ce paradigme. Comme disait Thatcher à la grande époque, il n'y a pas d'alternative. Les alternatives, on les a essayées, ça n'a pas marché. Donc il faut faire avec. Et donc, je pense que c'est ça qui génère l'impression que de toute façon, on ne peut rien faire. Les crises sont là, elles sont très fortes et on n'a pas d'action individuelle. Toi, tu viens écorner ce mythe-là. Je voudrais te passer le micro là-dessus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te laisse penser qu'en fait, on a tous individuellement et du coup collectivement, par le cumul de nos actions individuelles, la capacité à remettre en cause le système dans lequel on vit. Si on s'arrête au constat que j'ai commencé à faire, on peut être sacrément déprimé. Et en fait, ce qui m'a redonné énormément d'espoir, c'est de creuser ce sujet de changement de paradigme. Et notamment aller à la source, en fait, en lisant Thomas Kuhn, qui est le théoricien, un historien des sciences, qui a amené ce concept de changement de paradigme. Et en fait, il explique que des changements de paradigme, c'est possible. Et ça se passe toujours en 4 étapes. D'abord, il y a un paradigme existant. Ensuite, on fonctionne dans ce paradigme-là. On prend nos décisions sans nous rendre compte. C'est comme un poisson dans un bocal, on ne s'en rend pas compte. On a toujours grandi comme ça. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des anomalies. Donc on se dit, la manière dont on fait les choses, peut-être c'est pas la plus juste, en tout cas, il y a des anomalies et c'est pas normal. Donc, par exemple, on pourrait dire,
La manière dont on fait les choses, ça nous fait consommer plusieurs planètes par an, on n'en a qu'une, et on dépasse ses limites planétaires sur 9. Donc il va falloir... et en plus, la majorité de l'humanité n'est pas du tout au stade de développement économique et social auquel elle aspire légitimement à être. Donc en fait, l'équation, elle passe par là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a trouvé ces anomalies? Alors s'ouvre une période de recherche extraordinaire. Et là, des gens vont se mettre en recherche de solutions. Ils vont tester des choses. Ils vont tester des alternatives. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il décrit ce moment comme très confusant. Parce que tout le monde y va de sa théorie, de sa tentative, de sa proposition, de son expérimentation. Donc on vit un moment d'effervescence et qui peut être confusant. Et là, je pense qu'on vit exactement ça. Parce qu'il y a plein de gens qui essayent de proposer des choses qui réunissent l'économique, le social, l'environnemental. Je m'appuie beaucoup dans le livre aussi sur le travail autour de la théorie du donut. C'est une proposition de Kate Raworth. Il y a des gens, ils vont proposer la comptabilité en triple capital. D'autres personnes qui vont travailler, on le disait, sur l'entrepreneuriat social, l'économie régénérative, la post-croissance, etc., etc. Ou les B Corp, les entreprises à mission. On a profusion de nouveaux modèles. Et pour moi, c'est le signal qu'il se passe quelque chose. Potentiel. Et ensuite, changement de paradigme, il y a ou non? Alors, il y a profusion. Et tu le disais tout à l'heure, en même temps, on est, entre guillemets, à la marge du système. Ouais. On reste aujourd'hui, pas nécessairement éternellement, on l'espère tous, mais en tout cas, aujourd'hui, on est à la marge. Et si je fais un zoom sur les entreprises, qui sont un des éléments du système, parce qu'il y a aussi le politique, il y a aussi nous tous en tant que citoyens et consommateurs, mais les entreprises font partie intégrante des enjeux, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Dans les deux sens, c'est-à-dire comme émettrices de pollutions diverses, mais aussi que, du coup, comme potentiel élément de solution pour demain. C'est bon. Aujourd'hui, les entreprises qui participent à ce changement de paradigme sont encore assez minoritaires. Bien sûr, on les voit dans la communauté des entreprises à mission, dans les B Corp. Elles existent, le mouvement est là et s'amplifie. Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui deviennent entreprises à mission, c'est x2 chaque année. C'est quand même assez remarquable. Ça s'amplifie, mais pour autant, quand on est aujourd'hui dans une entreprise, on est, entre guillemets, rattrapé par le système. Si on est coté, on communique tout le temps. On est toujours dans une logique de maximisation des profits et dans une logique où la nature est gratuite. Si on n'est pas coté, on peut être quand même rattrapé par des fonds d'investissement, par notre actionnariat. Enfin, il y a toujours des gens à qui on rend des comptes, dont l'objectif premier reste la maximisation des dividendes d'une façon ou d'une autre. Quelle solution? Parce que je sais que dans Ticket for Change, notamment, tu accompagnes des entrepreneurs qui innovent, mais tu accompagnes aussi des entreprises dans leur changement de modèle. Quel message tu adresses aux entreprises dans ce changement de paradigme auquel elles peuvent participer? Comment est-ce que tu les aides à penser la possibilité de sortir d'un système qui aujourd'hui, comme tu le disais, de maximisation des profits, qui nous emmène à consommer notre planète dès le mois de mai? Je rebondis à deux endroits. C'est un enjeu de pérennité. C'est-à-dire que c'est un enjeu de pérennité des entreprises. On ne peut pas faire des profits dans une planète morte, ou on ne peut pas faire des profits dans une guerre civile sociale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les entreprises les plus engagées, souvent, sont des entreprises dont l'actionnariat, par exemple, est familial et ont une vision sur plusieurs dizaines d'années. Contrairement peut-être à des entreprises qui sont plus cotées en bourse et dont ça peut passer du jour au lendemain, etc. Et donc il y a probablement moins de vision long terme. Mais donc c'est pas pour rien. Bien sûr, l'actionnariat est au cœur de ces sujets. Et donc c'est pas pour rien que celles et ceux qui veulent créer de la valeur sur le long terme sont très concernés par ces sujets-là. Et donc c'est un sujet de pérennité, de performance aussi économique. Et donc tout est lié. L'économique, le social, l'environnemental, tout est lié. C'est juste on a séparé les choses
On a mis les choses d'un côté et de l'autre. D'abord faire de l'économique, et quand on aura plein de moyens, on pourra payer un peu pour le social, et quand ce sera bon, on pourra un peu se renseigner sur ce qui se passe sur l'environnemental. Non, on a besoin des trois en même temps. Et c'est cet équilibre-là, c'est ce nouveau paradigme qu'il faut inventer, ces nouvelles règles du jeu. Ça, c'est la première chose. Donc c'est un enjeu de pérennité pour les entreprises. Et la deuxième, c'est pas parce que c'est marginal que ça ne va pas, il n'y aura pas un grand changement. Ça veut dire que tous les grands changements dans le monde commencent toujours par des minorités. Les nouveaux systèmes s'inventent dans les marges, ne s'inventent pas au cœur du système. On a besoin de gens marginaux qui inventent des nouvelles manières de faire. Et chemin faisant, ça peut créer un point de bascule. Donc ça, c'est une autre théorie, la théorie du point de bascule, où à chaque fois qu'il y a des grands changements, mais c'est le cas à la fois pour des virus, pour des révolutions politiques ou pour des transformations de l'économie, on a toujours besoin de ce qu'on appelle des oiseaux rares, quelques personnes qui se mettent en mouvement, qui s'organisent, qui sont très bien connectés à différents mondes pour essaimer. Et surtout, je pense que ce qui est important, l'enjeu, c'est qu'on a ces oiseaux rares, ils existent. Mais il faut prendre soin d'eux, parce que c'est dur quand tout le système va à l'encontre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aussi, il faut que nos modèles donnent envie. Donc il faut prouver que ce que l'on invente, ça apporte du mieux-être pour le plus grand nombre. Donc il faut montrer que c'est performant économiquement, que ça apporte de la valeur sociale, et que c'est performant, ça apporte de la valeur environnementale, entre guillemets, que ça régénère les écosystèmes. Il faut que ça donne envie aussi, que les personnes qui portent ça, elles rayonnent, elles donnent envie aux autres de s'y intéresser. Ce qui est difficile aussi, c'est quand tout va à l'encontre, on peut être fatigué, en difficulté, peut y avoir des burn-out, etc. En fait, c'est pour ça que je parle aussi de la joie comme un élément essentiel, parce qu'il faut donner envie, montrer que c'est possible. Donc, rendre désirable, montrer que c'est possible. Et alors, je pense que ce sera possible de créer ce point de bascule. Avant de venir sur tous les outils que tu nous donnes dans ton livre, je vais juste faire quelques rebonds sur ce que tu viens de dire et renvoyer aussi à d'autres discussions, si tu le veux bien. Sur ton premier point, sur le fait que pour les entreprises, c'est une question vraiment de pérennité, et qu'il y a un grand écart entre les entreprises familiales d'un côté qui pensent le temps long et des entreprises qui peuvent être prises à la gorge, notamment par la bourse ou par un actionnariat court terme. Je pense je fais ces renvois parce que je pense qu'on a besoin aussi d'histoires qui fonctionnent. Je renvoie vers l'épisode avec Cécile Belliot, qui est la présidente de Bell, et donc magnifique entreprise familiale, dont l'actionnariat considère que cette entreprise est un héritage qu'elle souhaite faire passer dans la famille d'une génération à une autre, à l'image de notre passage sur Terre où on fait passer notre environnement à nos enfants. Forcément, ça modifie complètement la façon dont on poursuit toute la politique de l'entreprise. Donc il y a un très beau témoignage de l'entreprise Bell là-dessus, et évidemment de Patagonia aussi. Sur ton sujet de la bascule collective, je pense que c'est très important de se rappeler qu'effectivement, avant qu'une idée devienne majoritaire et soit embrassée par le plus grand nombre, cette idée-là, elle est portée par ce que tu appelles des oiseaux rares, par un nombre limité de personnes, mais qu'il y a un effet boule de neige et qu'on est tous porteurs on est tous en capacité à porter et à déployer ce récit. Je trouve qu'il y en a un qui en parle bien aussi, c'est Cyril Dion. Parce qu'on peut se dire, moi j'ai réduit ma viande, j'ai réduit mes voyages, etc. Mais enfin finalement, à quoi bon c'est un impact assez minime. Mais en fait, au-delà de notre impact, on participe à un récit collectif par notre action. On renvoie quelque chose et ce faisant, on démultiplie. Et on démultiplie seulement si, comme tu le disais, on arrive à porter ça, non pas en étant extrêmement fatigué par une opposition à un système, mais en trouvant ces modèles heureux et joyeux. Et là, je renvoie juste à un épisode paru juste avant Noël avec Frédéric Laloux sur The Week, qui est très porteur de ce message-là.
embrasser un chemin plus responsable, plus durable, ça ne doit pas être... c'est pas un chemin de croix. C'est un chemin qu'on doit embrasser sur ce qui nous rend joyeux. Voilà, donc juste quelques rebonds. Merci beaucoup parce que c'est des points en fait hyper importants que tu lèves. Si tu veux bien, je voudrais passer un peu de temps sur ton livre. Et ça va faire le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur le besoin de vide et le besoin de clarté, le besoin de nous reconnecter avec nos intuitions que tu as senti quand tu as voulu quitter tes fonctions opérationnelles chez Ticket for Change. Donc dans Anti-Chaos, ton dernier livre, tu vas nous donner toute une série d'outils, de recommandations pour pouvoir nous sortir de cette situation dans laquelle on est comme un lapin devant les phares d'un camion, un peu paniqué devant l'ampleur des défis collectifs, sans savoir quoi faire. J'aimerais qu'on revienne sur certains d'entre eux. Le premier que tu mentionnes dans ton livre, et en fait le premier que tu m'as mentionné au moment où tu as voulu partir, c'est la clarté. C'est vrai qu'on a tous l'impression de ne plus y voir clair. Soit parce qu'on est salarié et puis on avance et de toute façon on n'a pas le temps, soit parce qu'on a un peu plus de temps mais de toute façon on est en mode panique. Comment on fait pour retrouver de la clarté ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est sûr que la clarté pour moi elle est première parce qu'on ne peut pas avancer dans la bonne direction si on ne sait pas où on veut aller. Et personne ne nous a jamais trop appris à retrouver la clarté. Donc je partage des choses qui sont liées à mon expérience et puis l'expérience d'autres personnes, mais en fait pour moi je fais un lien très direct entre la clarté et le vide. Je crois qu'on a perdu pour beaucoup la clarté, en tout cas à certains moments, parce qu'on vit dans un trop-plein. On vit dans un trop-plein d'informations, de messages, de sollicitations, de projets à faire, et donc de bruit et de défis, etc. Et il y a cette vitesse sans cesse, il y a un trop-plein, et donc on a besoin, pour moi le vide permet de décanter en fait, permet de retrouver ce qui est vraiment essentiel. Parce que le trop-plein il ajoute toujours des nouvelles choses, et après on se sent comme notre énergie va dans différentes directions, et on peut se sentir dans un brouillard le plus complet. Et pour moi, je donne l'image comme d'une boule de Noël qui est très secouée. Et pour retrouver la forme qui est derrière, tu as besoin que les flocons redescendent en fait. Et ça, il faut laisser du temps et du vide. Voilà. Et après, je donne des clés un peu plus concrètes, mais pour moi, il faut retrouver des espaces de vide dans la vie du quotidien. Comment tu fais pour que cette perspective de vide ne soit pas angoissante ? La peur du vide, je ne sais plus qui me disait ça, mais ça peut être lié à la peur de la mort. C'est-à-dire que nous, les humains, on a tendance à toujours remplir, mais parce qu'on est angoissé. Mais je crois qu'il faut apprendre si on ressent l'envie de créer du vide, c'est pas une injonction non plus. Mais en tout cas, de mon expérience, le vide permet de retrouver ce qui est vraiment important pour soi. Et si tu veux, si j'avais pas pris ce temps, j'aurais jamais retrouvé une clarté pour moi-même, mais aussi du constat moi j'estime avoir une relative clarté sur les enjeux parce que j'ai eu le temps de me plonger dedans, si tu veux, de rentrer dedans, et je me suis offert ce luxe-là, mais ça c'est lié au vide en fait, si tu veux. Dans un quotidien, j'aurais jamais réussi à faire ça. Donc ça permet de retrouver une clarté et d'avoir une énergie plus focalisée pour la suite. Et donc pour moi, c'est pas un but en soi, le vide. Ça peut être un passage si l'on sent que c'est un besoin à un moment. Je donne un peu plus loin dans le livre un modèle autour des 4 saisons. Et pour moi, ça m'a énormément éclairé. Les 4 saisons, c'est 4 énergies. On a besoin des 4. Ça dépend des moments. Il y a l'énergie de l'été, et la société nous encourage à être tout le temps en été. C'est une énergie productive, en fait. On a des idées, des projets, on est à fond. Et on délivre des choses. Et ça nous donne de l'énergie. Ensuite, il y a l'automne, on peut commencer à se poser des questions, on a des doutes, on a besoin d'ajuster des choses. Et après, on peut rentrer en hiver ou non. Mais l'hiver, on laisse tout reposer en fait. On hiberne en quelque sorte. On laisse en jachère, on lâche le résultat. Et ensuite,
si on vit cet hiver-là, alors peut réémerger une énergie, le printemps, des intuitions, des envies, des idées, et l'énergie revient et on repasse en été, et peut-être on passe 80% de notre temps en été, mais c'est ce cycle complet qui permet de retrouver des étés, en fait. Au cœur de l'hiver, j'ai découvert des étés, c'est Camus qui nous dit. Ah, bien sûr, c'est avec cette phrase magnifique. Et en même temps, ce que tu nous décris, ça va à l'encontre des injonctions de la société. La société Absolument. nous demande d'être constamment en été. C'est-à-dire d'être constamment porteur de projets dynamiques, d'avoir des résultats de dingue, et puis de gérer une carrière, une vie riche, des enfants, ses parents, tout gérer, d'être hyper successful dans tout, avec une progression vers le toujours plus. Et donc accepter d'être en hiver sans tomber en dépression, c'est aussi être en capacité à remettre en question pas mal d'injonctions. C'est pas facile. Absolument. Et puis, je rebondis aussi sur autre chose que tu dis, qui est ça nous donne faire le vide, ça nous donne la capacité de savoir ce qui est vraiment important pour nous, pour soi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que l'éducation telle qu'elle est délivrée aujourd'hui en France, telle qu'elle est donnée aux enfants, tout est fait pour qu'on ne sache plus, pour qu'ils ne sachent plus ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, finalement, c'est d'avoir la bonne note et donc d'avoir une validation de leurs valeurs par quelqu'un d'externe. Nombreux sont ceux qui sortent du système scolaire sans savoir finalement ce qui est important pour eux, à part courir derrière la bonne note éternellement, la bonne note est devenant la bonne formation professionnelle, le bon diplôme, puis la bonne entreprise, la bonne carrière, etc. Mais finalement, tout ça pouvant être très, très loin de ce qui leur permet d'être équilibrés. Donc, ce que j'ai envie de te renvoyer comme question, c'est à la fois comment faire pour prendre cette distance par rapport à ce qu'on a toujours connu de la société, ce qu'on a toujours ingéré comme modèle, et puis comment faire pour faire émerger ces rêves quand on les a peut-être jamais vraiment fait naître. J'espère que je te pose pas des questions trop lourdes là. Première, j'essaie de répondre, en tout cas, je vais essayer de ne pas oublier les deux questions. La première, c'est comment on fait pour aller à contre-courant de cette société qui nous encourage à être toujours dans l'action et en été. Je pense que les groupes de soutien, c'est super important, c'est-à-dire l'entourage. En fait, on parlait tout à l'heure de ce moment où j'ai senti que j'avais besoin de cet espace de vide pour me régénérer. Mais en fait, à chaque fois que j'en ai parlé, ou la très grande majorité du temps, on m'a hyper encouragé, en fait. Il y a des gens... Chez Ticket, ça a été très bien reçu et encouragé et accompagné. Il y a des gens qui ont voulu m'aider. J'ai plein de pairs entrepreneurs sociaux qui m'ont encouragé et qui m'ont accompagné. Il y a un coach qui m'a accompagné, etc. Il y a des mentors, si tu veux. Et donc, je me suis senti autorisé, tu vois. Il y a quelques personnes, évidemment, qui ont moins bien compris, qui se sont dit « Ah, il abandonne, alors qu'on a besoin, justement, d'agir plus et d'accélérer. Il abandonne, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'était pas ça. Ça peut être des gens qui ont peur pour toi aussi, c'est pas forcément mal intentionné. C'est pas forcément mal intentionné du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été majoritairement bien reçu, tu vois, et encouragé. Et ça, c'était très touchant aussi. Et la deuxième chose, c'est que comment on retrouve ses rêves, comment on les écoute. Dans le chapitre sur la clarté et le vide, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, mon intuition profonde, justement, c'est que au fond de nous, on sait. En fait, on a les réponses au fond de nous. Notre intuition sait. C'est juste qu'on n'a pas appris à l'écouter. Et donc, le fait de faire du vide la seule chose qui reste, c'est notre intuition, en fait, à la fin. Donc, c'est une manière de reconnecter avec ce qui est le plus important pour nous. Donc après, je propose des choses un peu plus concrètes qui, moi, m'ont aidé. La marche, en fait. La marche, ça décante énormément. Passer du temps dans la nature aussi, il y a plein d'études scientifiques qui le montrent. Le fait d'écrire, en fait, ses réflexions, le fait de faire un échange en co-développement, en compagnonnage, ça aide énormément à formuler et puis avoir un retour des autres. Ce sont quelques clés qui peuvent nous aider à connecter avec ce qu'on veut profondément.
Merci pour ces outils, parce que tu vois, ça peut paraître un peu abstrait. Je vais aller faire le vide, un peu abstrait et un peu angoissant. Je pense que c'est important de rappeler que ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition et qu'il y a des choses qui le favorisent. Et c'est des choses très simples, en fait. C'est ça qui est... C'est assez basique et en même temps, c'est difficile à tenir au quotidien. Mais c'est ça, et ces petites routines, je trouve, nourrissent énormément la clarté. Et puis, tu vois, toi, tu as fait le choix de prendre une période longue, notamment parce que tu avais l'écriture d'un livre. Le livre a émergé après, pendant. Ouais. Mais du coup, c'était quand même une recherche longue. Et pour avoir commis un livre également avec Les Inspirants, qui est le livre de Demain n'attend pas, que j'avais publié au printemps dernier, je comprends le travail qu'il y a derrière et le besoin de temps. Ce vide fertile, il n'est pas nécessairement aussi long non plus. Je pense qu'il faut le dire, parce que ça peut faire peur. Alors, mon message... On n'a pas les moyens de s'arrêter 18 mois. Oui. Le message, c'est pas tout le monde doit faire un vide fertile. C'est il faut interroger notre rapport au temps et comment on s'assure qu'on met notre énergie sur ce qui est essentiel pour nous. Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais besoin de faire un temps long, mais en tout cas dans la société, dans une société où d'accélération et de profusion de choses et de toujours plus, je crois qu'on ne peut pas faire émerger quelque chose de nouveau sans changer notre rapport au temps. Ça, c'est absolument essentiel. Mais c'est pas forcément sous cette forme comme je l'ai faite. J'ai eu récemment une discussion avec Marie Robert, que tu connais peut-être, philosophe, et je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger avec elle, mais pas encore. En fait, sur le fond de sa pensée, vous vous rejoignez beaucoup. Elle te parle beaucoup de l'impératif pour chacun d'entre nous de retrouver du temps dont on est maître, donc en s'éloignant des réseaux, en écrivant, en posant sa pensée. Je te la cite parce que je pense que vous auriez une discussion intéressante à avoir. Se reconnecter à son intuition pour pouvoir s'autoriser à rêver, c'est une première brique. Derrière, dans ton livre, tu nous donnes un certain nombre de méthodes, à prendre ou pas selon ce avec quoi on est à l'aise. Mais tu nous encourages à aller identifier une forme de zone de brillance, là où finalement on est bon. Et être bon, c'est pas forcément être champion du monde, mais on est meilleur, on est bon, et surtout là où on est joyeux, on a de l'énergie en réalisant cette activité, au croisement des besoins, évidemment, de la société. Et puis de ne pas avoir peur d'être un peu différent, de jouer un peu en dehors du cadre. Et tu nous rappelles que quelqu'un comme Frida Kahlo a su faire de ses blessures son identité et sa force. Sans la blessure, elle n'aurait jamais été l'artiste qu'on connaît. Alors, sans aller vers des rôles modèles aussi majestueux qu'une Frida Kahlo, peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu as envie de reprendre le micro. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire de définir son projet une fois qu'on a fait le vide et qu'on s'est posé et qu'on n'est plus sous la pression de cette activité permanente et de cette communication permanente. Comment est-ce que chaque individu retrouve son projet qui lui est propre? Après avoir retrouvé en chemin pour retrouver la clarté, c'est important de définir un rêve, c'est-à-dire à quoi on aspire profondément, comment on se visualise dans le futur, qu'est-ce qu'on aimerait. Mais on peut le faire à différentes échelles, en fait, pour soi, pour ses projets, pour la société dans laquelle on a envie de vivre. À toute échelle, ça marche. Il faut avoir des rêves et qui nous guident. Et ensuite, si on zoome sur ce que tu décrivais un principe autour de cultiver sa singularité. C'est-à-dire que une fois qu'on sait vers où on veut aller, la manière d'y aller, je pense, c'est de cultiver au quotidien ce qui nous rend singuliers. Donc on peut parler du sujet des talents notamment, mais les talents, c'est comme tu l'as dit, là où on apporte vraiment de la valeur aux autres et ça nous met en énergie. C'est lié aussi au concept de flow, quand au quotidien on est dans des activités qui nous font perdre la sensation du temps, justement, parce qu'on est totalement absorbé dedans et que on est passionné par ce qu'on fait. Donc on n'est jamais
aussi performant et heureux que lorsqu'on est dans ces situations-là. Parce que fondamentalement, on est fait pour ça. Ça veut dire qu'on a une singularité à cet endroit-là. Et ça peut être très varié. Hein. Ça peut être, je sais pas, moi j'adore, par exemple, le début des projets, quand il y a une page blanche. Ben là, c'est facile pour moi, ça me donne de l'énergie, je vois plein de possibles et tout. Par contre, si tu me donnes un projet structuré et il faut l'améliorer, ça va être moins évident. Je vais avoir moins de facilité. Mais il y en a d'autres, ça va complètement les épanouir. C'est facile pour eux de voir où ils vont pouvoir structurer, améliorer, consolider, etc. Ben juste, il faut que moi je joue là où c'est plus évident pour moi et l'autre personne joue à l'autre. Et on est d'une complémentarité énorme. Donc, ça peut être aussi dans les relations humaines, dans la créativité ou dans la gestion des conflits, ou alors dans la manière de communiquer des idées pour donner envie aux autres. Ça peut être à tout niveau. En fait, on a toutes et tous des talents. L'école nous a pas forcément aidé à les trouver. Et je pense que par rapport à tous les défis que l'on vit aujourd'hui, on a toutes et tous un rôle à jouer. Et on ne sera jamais aussi impactant que si on joue au cœur de nos talents. Je pense que c'est un message qui fait du bien. Il faut capitaliser sur ce qu'on aime faire. Et c'est quelque chose qu'on a tous tendance à oublier une fois qu'on est dans la vie professionnelle. Parce que finalement, on est rattrapé par la gestion de notre carrière, on est rattrapé par la lourdeur du budget qu'il faut sortir chaque mois, et on oublie qu'en fait on peut prendre un grand plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien. Et peut-être le budget suivra. Et peut-être. En tout cas, il faut trouver une façon de le réfléchir. Et puis, c'est la convergence entre ce qu'on aime faire d'un côté et l'utilité sociale, à quoi on participe, qui est quand même une question fondamentale, qui va faire naître ces projets-là. Il me reste à encourager tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à lire Anti-Chaos. Ça vient de sortir, c'est aux éditions Erol. Et on y trouve toutes ces clés que tu nous as... Merci beaucoup Mathieu, présentées aujourd'hui, mais on les trouve évidemment de façon beaucoup plus détaillée. Donc je vous encourage tous à l'acheter. On va terminer cet épisode avec quelques questions finales. Pour commencer... alors souvent je demande quels conseils tu donnes aux personnes qui ont envie de s'engager, mais toi tes conseils ils sont tous là dans Anti-Chaos, donc on va passer outre cette question si tu veux bien. Tu as, au fil de notre échange, tu as cité quelques penseurs qui t'avaient mis en chemin. Est-ce qu'il y a un livre, deux livres que tu as particulièrement envie de nous recommander, qui nous aiderait on est tous à des stades différents, mais qui nous aiderait à avancer? Je ne sais pas si c'est des livres, mais en tout cas des penseurs qui, moi, m'ont beaucoup nourri. En tout cas, sur la compréhension des grands enjeux. Il y a Donella Meadows, dont je parle beaucoup dans Anti-Chaos, donc qui est une grande penseuse de l'écologie et de la pensée systémique, qui a notamment coécrit le rapport Meadows. Satish Kumar aussi, qui est pour moi une immense source d'inspiration, qui a cofondé le Schumacher College, qui est une université de la transition écologique. Bon, pour moi, c'est des penseurs très importants. J'ai essayé de croiser leurs pensées avec d'autres choses aussi du monde de l'entrepreneuriat pour rendre très tangible. Donc ça, je me suis inspiré de plein de sources. J'ai croisé, par exemple, avec l'effectuation, qui est des recherches sur comment les entrepreneurs fonctionnent en situation d'incertitude. Avec la philosophie chinoise aussi, parce que pour moi c'est très éclairant sur la manière d'agir dans la complexité des situations et de s'appuyer sur des facteurs porteurs. Donc j'ai essayé de me nourrir de plein de penseurs, et donc donc si je devais t'en citer deux très concrets, Donella Meadows, Satish Kumar, pour moi c'est un socle de pensée immense. Merci Mathieu. Et puis après, forcément ton livre nous encourage à aller poursuivre nos recherches auprès de chacun des penseurs vers lesquels tu nous renvoies. Donc il y a les deux que tu cites là, et puis il y en a beaucoup d'autres, et à nous de prendre le relais. Bien sûr, absolument. Ouais. Le sujet que j'ai essayé d'explorer est extrêmement vaste. Comment mieux vivre et agir dans ce monde chaotique, c'est mon premier bout de travail, et je n'aspire qu'à une chose, c'est qu'il soit enrichi, qu'on me fasse des retours aussi sur ce qui a été plus ou moins utile, qu'on l'enrichisse collectivement. Voilà, c'est un point de départ.
Et c'est facile, quelque part, de rester connecté à toi, puisqu'on peut s'abonner à ta newsletter. Donc, d'une part, on reçoit des éléments de pensée que tu nous envoies très régulièrement sur les réseaux et par newsletter. Et puis, du coup, on peut échanger, on peut interagir. Donc, c'est facile. Tu nous appelles à être dans l'interaction avec toi. On va l'être. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On est en début d'année, c'est encore les vœux. Une action alignée pour cette année qui s'annonce chamboulante. Voilà, on est en début d'année, on a toutes les nouvelles du monde qui sont là. Trump il y a quelques jours. C'est ça, on enregistre pas le lendemain, mais presque de l'investiture de Trump. Donc on est tous encore un peu sous le choc. Donc une action impactante, sereine et joyeuse. Et puis sur le chemin aussi du plaisir et des rencontres qui transforment en fait, parce que je pense que au fond ce chemin-là il est tu me demandais aussi le bilan de ces 10 années de Ticket for Change, mais à la fin, à la limite, ce qui reste c'est les rencontres et les liens qu'on a créés. Il est possible aussi que ça ouvre pour la suite, mais les rencontres qu'on a fait avec les personnes en fait, ça c'est extraordinaire. Donc je souhaite ça pour l'année qui s'ouvre. On te le souhaite, Mathieu, on te le souhaite. Et puis en même temps, on se le souhaite à chacun d'entre nous. Et ça me permet de conclure peut-être avec une étude, je crois, qui avait été menée par Harvard et que tu rappelles dans ton livre, qui est une étude sur le bonheur, où ils ont suivi une cohorte assez large d'individus partout dans le monde et qui rappelle que le bonheur, en fait, au-delà d'un seuil minimum de rémunération qui permet de vivre, le bonheur est corrélé à une seule chose, et c'est corrélé à nos liens. Donc allons-y, faisons de 2025 une année de liens et de liens fertiles. Merci infiniment pour cet échange, il est très riche et c'est un appel pour chacun d'entre nous à nous engager, à nous aligner, à prendre soin de nous aussi et à vivre une année 2025 joyeuse. Merci beaucoup, merci pour l'échange. Merci à toi.